Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Afrique Info en direct de Beijing. Le gouvernement somalien a salué les dernières frappes américaines contre les extrémistes qui auraient fait plus de 150 morts chez les militants d'Al-Shabaab. Mais les frappes soulignent également l'importance d'une coopération plus étroite entre les nations affectées par le groupe. Elle est considérée comme l'attaque la plus meurtrière contre Al-Shabaab. Les avions américains ont ciblé une position du groupe dans la région Iran, au centre du pays. Al-Shabaab nie le nombre de morts, mais pour les experts, l'opération américaine est le signe d'une coopération plus étroite entre les forces locales et internationales. Il y a toujours eu une coopération étroite entre les services de renseignement somaliens et les organisations de renseignement étrangers, principalement les renseignements occidentaux. Les services de renseignement somaliens ont fourni des informations crédibles par le passé et cela a mené à des résultats positifs. Nous ne savons pas l'étendue de cette coopération, mais il est très important qu'elle soit là. Selon Washington, les nouvelles recrues préparaient une attaque à grande échelle. Al-Shabaab a visé 3 bases de l'Union africaine en moins d'un an. De nombreux soldats de maintien de la paix sont morts. Les frappes américaines de samedi ont été effectuées par des avions et des drones. Mais il faut en faire encore plus pour collecter des renseignements. C'est le travail des forces nationales de renseignement de donner des informations sur les activités d'Al-Shabaab, que ce soit dans les villes, les villages ou dans les zones contrôlées par Al-Shabaab. Il faut infiltrer le groupe et donner des renseignements qui, en retour, aideront à éliminer la menace posée par le groupe terroriste. Terrorisme toujours, la Tunisie est encore sous le choc des attaques islamistes de lundi qui ont fait 55 victimes. Les forces de sécurité ont en représailles lancé une vaste opération dans cette région du sud-est du pays située près de la frontière libyenne. La ville de Ben Guerdane est le théâtre d'opérations des forces de sécurité qui ont fait mardi soir 5 morts et ont permis la saisie de 4 kalachnikovs. Selon les médias locaux, les forces de sécurité ont encerclé mardi soir une maison où étaient retranchés des djihadistes présumés. Ces opérations font suite aux attaques djihadistes survenues lundi à l'aube dans cette même ville, au cours desquelles 36 extrémistes, 12 membres des forces de l'ordre et 7 civils ont été tués. Selon les autorités, ces attaques ayant ciblé des installations sécuritaires de la ville visaient à créer un émirat du groupe extrémiste État islamique. Un couvre-feu a été décrété à Ben Guerdane, une ville de 60 000 habitants qui se situe près de la frontière libyenne. Les autorités ont prévenu que les opérations de ratissage allaient se poursuivre dans la région. Et le Premier ministre, Habib Essid, a affirmé que la Tunisie était en guerre totale contre le terrorisme. Diplomatie à présent. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, est au Caire pour une visite de 2 jours en Égypte. Le ministre a rencontré son homologue égyptien ainsi que le président Abdel Fattah al-Sisi. Le ministre français pave ainsi la voie à la prochaine visite du président François Hollande qui aura lieu à la fin de l'année. Les discussions ont tourné autour des différentes crises que connaît la région, qui en Palestine, qui en Libye. Le ministre a déclaré que le monde agissait trop lentement pour soutenir le gouvernement d'unité libyenne. Nous sommes désireux de coordonner l'Égypte et la France en ce qui concerne les menaces terroristes en Libye. Nous sommes d'accord sur l'importance à accorder à la stabilité de la Libye, à son indépendance et au soutien qu'il faut apporter à son gouvernement d'union nationale. Il faut l'aider à améliorer ses capacités pour qu'il puisse être à la hauteur de ses responsabilités vis-à-vis du peuple libyen et quant à la préservation des institutions comme l'armée de Libye et à la lutte contre le terrorisme. Daesh en Syrie, en Irak, en Libye. Et vous avez évoqué la Syrie, je me rendrai la semaine prochaine, vous avez évoqué la Tunisie, je me rendrai la semaine prochaine en Tunisie pour apporter la solidarité de la France à ce pays qui se bat pour un modèle politique et institutionnel, économique et social qui est extrêmement courageux et qui doit être défendu avec beaucoup de conviction. Dans le cadre des sessions chinoises de l'Assemblée populaire nationale, les journalistes se sont pressés pour poser leurs questions au ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi. Quelles ont été les questions abordées par les journalistes africains? Plus de détails avec notre envoyé spécial, Xie Chengcheng.
Good morning, Minister. As China's economy has been slowing down, we've seen a drop in commodity demand. 15 minutes avant la clôture de la conférence de presse, Mwazipeza Sakala, journaliste zambienne, a finalement obtenu l'occasion de poser sa question au ministre Wang Yi. En tant que représentante des médias africains, elle a voulu savoir si le ralentissement économique chinois influencera les investissements chinois en Afrique. C'est formidable d'entendre que même pendant ces deux sessions, l'Afrique est prise en compte et que le plan de la Chine est en fait conçu pour aider l'Afrique ainsi que la Chine. Donc cette coopération mutuelle est bénéfique et utile parce que c'est une situation gagnant-gagnant pour nous tous. Je pense que c'est très encourageant. La réponse du ministre a également rassuré les autres journalistes africains sur le fait que malgré les changements de la situation internationale, l'amitié et la confiance de part et d'autre ne changeront jamais. La Chine est vraiment toujours de notre côté parce que je prends l'exemple de l'épidémie Ebola qui a surgi dans notre pays et vraiment la Chine a été vraiment un des partenaires qui est venu vraiment fortement en aide à la Guinée. Et donc, pour ce point de presse de tout à l'heure, je crois que c'est une certaine consolidation voilà, de cette relation déjà qui existe entre la Guinée et la Chine. Je suis très heureux d'avoir vraiment la manière où la Chine appuie les États africains. Je suis très content dans tous les domaines, que ce soit les infrastructures routières, les infrastructures de l'éducation ou l'infrastructure quelconque. Je suis très content. D'après les journalistes africains, la Chine et les pays africains, qui ont parcouru des chemins communs au cours de leur libération et de leur développement, ont matière à s'inspirer les uns des autres. Les deux sessions politiques sont sans doute pour les pays africains une fenêtre importante pour apprendre de l'expérience de la Chine. Donc c'est pourquoi je veux que les gouvernements africains voient que la Chine est en train d'appliquer le 13e plan quinquennal qui a commencé maintenant et qui prendra fin en 2020. Et tout le monde va s'assurer que le plan se déroule comme prévu et il est soutenu et tout le monde va faire des efforts pour affirmer que le plan sera rempli et mené à bien. Donc c'est pourquoi je veux que mon gouvernement voit cela, pour qu'il puisse avoir un plan à long terme qui puisse aider mon pays à se développer plus vite. Diplomatie toujours. En Tanzanie, plusieurs centaines de personnes étaient présentes le long du tapis rouge déroulé devant le palais présidentiel. Elles accueillaient le président vietnamien. Ce dernier a promis aux Tanzaniens que les échanges entre les deux pays allaient plus que tripler. L'accord signé entre les deux nations vise à encourager les entreprises. Le président tanzanien John Magufuli a d'ailleurs déclaré que son pays devait s'inspirer de l'exemple vietnamien. Un accueil en grande pompe pour un vieil ami. Le président vietnamien Truong Thanh Sang s'est engagé à contribuer à réaliser plusieurs milliards de dollars d'échanges commerciaux d'ici quelques années. À ces mots, le président Magufuli n'a pu cacher sa satisfaction. C'est la première fois que vous venez en Afrique et vous venez au bon moment. Dès le début, je vous ai dit que la Tanzanie avait beaucoup à apprendre de votre pays. L'amitié qui unit ces deux nations date de l'époque où de part et d'autre le régime politique était marqué par le socialisme. Mais aujourd'hui la Tanzanie veut comprendre comment le Vietnam est devenu l'un des premiers exportateurs de la planète. Ce pays d'Afrique espère également s'en inspirer. Le Vietnam voit la Tanzanie comme un marché potentiellement lucratif. De son côté, la Tanzanie souhaite accueillir davantage d'investissements. Les deux nations sont certes de vieux amis, mais des amis qui font des affaires. Des affaires pour lesquelles une convention fiscale et la promotion du commerce sont évoquées. Autant d'éléments accueillis positivement par les investisseurs vietnamiens. Il existe de nombreuses opportunités pour l'investissement en Tanzanie, en particulier dans l'agriculture et en zone rurale. Cette visite ouvre la voie à l'investissement et j'ai confiance. Le président Magufuli a rappelé qu'à une certaine époque, la Tanzanie avait offert des plants de cajou au Vietnam. Aujourd'hui, le Vietnam est le plus grand exportateur mondial de noix de cajou. La Tanzanie souhaite que cette fois, le commerce issu de ses propres plants fleurisse sur le territoire national. En Ouganda, les réactions sont mitigées concernant la nouvelle loi restreignant l'adoption d'enfants par des étrangers. Le gouvernement affirme que la loi permettra de mieux encadrer le secteur de l'adoption et d'empêcher que des enfants soient emmenés de manière illégale.
C'est l'heure de la récréation dans ce foyer de la capitale ougandaise. La plupart des enfants sont orphelins. D'autres ont été abandonnés. Nous avons eu beaucoup de bébés à Sanyu Babies qui ont été réunis avec leurs familles et pour le reste des bébés dont nous n'arrivons pas à trouver de famille car ces bébés ne peuvent dire leur nom ou d'où ils viennent ou qui ils sont, ce qui rend les choses difficiles. Prendre soin des enfants sans abri est un véritable défi en Ouganda. Des étrangers ont adopté des bébés, mais les autorités craignent que tout ne soit pas fait dans les règles et ont adopté une nouvelle loi qui restreint l'adoption par les étrangers. Les réactions à cette loi sont mitigées. Les militants de la société civile estiment qu'elle va empirer les choses. And the culture of taking care of children in Uganda is very low. Et en Ouganda, la culture de l'accueil des enfants n'est pas dans les mœurs. Les gens prennent soin des enfants qui leur sont liés par le sang. Et même ces gens-là, ils n'en prennent pas vraiment soin et finissent par les chasser. Si vous regardez les statistiques, 1% d'entre eux seulement s'en occupent jusqu'au bout. Mais d'autres militants ne sont pas de cet avis. Nous avons adopté notre propre politique qui dit aux étrangers, si vous voulez être légalement leur gardien, vous devez venir et rester avec nous et prendre le temps de créer des liens avec nous et d'apprendre notre culture pour que l'enfant crée lui aussi des liens avec vous. Alors, vous pourrez aller au tribunal. On ne sait pas combien d'enfants ont été sortis du pays de manière illégale, mais le gouvernement estime que cette loi est nécessaire pour lutter contre le trafic d'enfants. Économie maintenant. En Afrique du Sud, 2 entreprises minières ont dû verser une somme record de 33 millions de dollars à 4500 de leurs employés atteints de silicose. Le long combat judiciaire s'est finalement réglé à l'extérieur des tribunaux, mais va laisser des traces dans ce secteur d'activité très important dans le pays. La somme de 33 millions de dollars sera placée dans un fonds consolidé et redistribuée selon les dispositions prévues par la loi sur les maladies professionnelles des mines. Les entreprises impliquées devront financer le fonds, mais aussi les évaluations médicales. Le combat a été long. Le syndicat national des mineurs a mis près de 10 ans avant d'avoir gain de cause face aux géants Anglo American et Anglo Gold Ashanti. C'est une grande victoire dans un contexte où nous avons pu définir les bases de notre bataille. C'est la première chose. Chaque personne qui veut puiser dans le fonds consolidé devra suivre les règles. Deuxièmement, c'est important pour toutes les entreprises de comprendre que si vous allez devant les tribunaux ou non, vous serez tenu responsable. C'est la réalité. Nous sommes soulagés parce que nos clients pourront obtenir une compensation. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ce combat dure depuis un bon bout de temps. Nous sommes soulagés que plusieurs mineurs pourront toucher de l'argent de leur vivant. C'est un combat qui a duré longtemps et qui est maintenant terminé. Mais les choses ne sont pas tout à fait terminées pour les mineurs. Dans plusieurs cas, ils devront prouver qu'ils sont atteints de silicose ou de problèmes liés à cette maladie. Des obligations légales sont en place qui forcent les anciens mineurs à se faire examiner chaque 2 ans. Selon les statistiques, un pourcentage important de mineurs est touché. 2000 dans la province du Cap-Occidental et environ 1000 au Lesotho. Le système s'est pratiquement effondré, particulièrement dans le Cap-Occidental et au Lesotho. Donc, un grand nombre de mineurs n'ont pas été examinés et n'ont pas de preuves qu'ils ont contracté la maladie. Ils pensent seulement être atteints. Alors, ce qui va se passer maintenant, c'est que les médecins du fonds vont se rendre sur place pour examiner les gens. Un autre recours collectif a été déposé au nom de plusieurs milliers de mineurs et cette victoire laisse croire que les entreprises minières seront prêtes à conclure une entente. L'industrie doit faire face à la musique. Ce qui est décevant pour nous, c'est que ce n'est pas une entente conclue par l'industrie, mais plutôt elle s'est faite entre individus. Mais je pense qu'il y a encore une possibilité que ce soit l'industrie qui soit tenue responsable. Peu importe le genre d'entente qui sera conclue, elle sera bien accueillie parce qu'elle va réellement aider les anciens mineurs. Peu importe le résultat, 4500 anciens mineurs et leurs familles recevront une compensation.
Les mineurs africains, pas les Sud-Africains, les mineurs africains n'ont toujours pas de dignité à offrir à leur famille, parce qu'ils vivent dans une pauvreté abjecte, dans la douleur et la souffrance. Nous avons maintenant une chance de nous attaquer à ce problème. Nous voulons qu'ils puissent regagner leur dignité. Il s'agit d'une bonne nouvelle pour les mineurs, particulièrement pour ceux qui ont dû laisser leur famille derrière eux. Et cela envoie aussi un message très clair à l'industrie minière, en ce qui a trait au passé, au présent, mais surtout à l'avenir. Le ralentissement de la croissance en Chine a affecté plusieurs pays africains qui dépendent fortement de l'exportation de leurs matières premières. Si l'économie chinoise a stimulé la demande pour les matières premières au cours de ces 15 dernières années, elle est en passe de basculer vers une économie basée sur la consommation. Quelques industries telles que l'industrie du vin bénéficient aujourd'hui de la demande accrue en produits finis. La Chine reste donc un partenaire privilégié de l'Afrique. Les besoins de la Chine ont changé, tandis que certaines régions de l'Afrique ressentent les répercussions de la baisse de la demande en matières premières. D'autres profitent de la demande élevée en produits finis, comme le vin. La Chine et Hong Kong combinés consomment le plus de vin rouge dans le monde. Cela étant dit, nous devons prendre en considération que 80% du vin consommé en Chine est fabriqué en Chine, ce qui fait de la Chine la 5e région productrice de vin dans le monde. La Chine est devenue le 6e plus important marché de vin pour l'Afrique du Sud, avec 11 millions de litres de vin exportés tous les ans. Après 2 ans de diminution des ventes en Chine, les données des douanes montrent une augmentation de près de 33% de vins importés. Les commentateurs industriels voient cela comme un indicateur d'une possible reprise de la croissance rapide que nous avons vue avant la mise en place de mesures d'austérité il y a de cela 18 mois. Avec le ralentissement de la demande de vin de qualité de l'Europe et des États-Unis, les vignerons sud-africains ont réalisé qu'il y avait une opportunité pour des vins à prix modéré en Chine. Les producteurs ont ainsi modifié leur méthode de vinification, c'est-à-dire le processus de transformation du raisin en vin afin de répondre à la demande. Ces modifications ont créé un nouveau marché de vin élaboré pour satisfaire les besoins des Chinois. Il existe toutefois des risques, notamment si les consommateurs chinois réduisent leurs dépenses. C'est une croissance et un intérêt pour le marché de masse et cela est intéressant pour l'Afrique du Sud vu que nous pouvons assurer l'approvisionnement. La Chine est un marché en expansion mais les experts commerciaux nous avertissent que le vin n'est pas une exception dans ce qui a provoqué le ralentissement économique. Même si nous avons démontré une croissance formidable en termes de volume et croissance, nous ne devrions pas nous enthousiasmer trop vite. Cela étant dit, parmi les 10 principaux exportateurs de vin vers la Chine, l'Afrique du Sud a bénéficié le plus. La Chine est devenue l'un des premiers producteurs de vin à l'échelle mondiale. Et selon l'Organisation internationale de la vigne et du vin, la Chine consomme plus de vin rouge que n'importe quel autre pays dans le monde. L'économie égyptienne a connu des revers depuis l'éviction du président Hosni Moubarak en 2011. Le tourisme, l'une des plus importantes sources de revenus, a été le plus touché, ce qui a entraîné un épuisement rapide des réserves du pays en devises étrangères. Mais les paysans du pays voient de l'espoir dans l'augmentation de la production agricole. Ces dernières années ont été difficiles pour l'agriculture en Égypte. Les paysans ont dû faire face à de nombreux problèmes. L'augmentation des matières premières pour la production agricole, les prix du marché plus bas et la mauvaise météo nous ont durement affectés. Plus de 30% du stock a été perdu lors de la production. Mais le problème n'est pas seulement la quantité, mais la qualité des produits et cela a aussi nui à leur commercialisation. La crise économique a poussé les prix locaux à la baisse, ce qui a entraîné les producteurs à changer de stratégie. La plupart des paysans ont choisi de cultiver des produits qui sont exportables. Cela permet d'acquérir des devises fortes et je peux aussi vendre mes produits comme le raisin toute l'année. Par exemple, au mois de mai en Europe, octobre pour les marchés locaux et asiatiques. Cela évite aussi aux paysans d'avoir à vendre leur stock dans une seule saison, ce qui tire les prix à la baisse. C'était une formule assez aboutie. Les fruits sont devenus le produit égyptien d'exportation le plus fort en 2015. Les exportations totales de fruits et de légumes se sont accrues de 15% pour atteindre 4,5 tonnes l'an dernier. Une amélioration, mais qui ne suffit pas. L'Égypte importe encore 80% de sa nourriture. Pour garantir une agro-industrie profitable, le gouvernement s'est lancé dans un ambitieux projet de cultiver 2 millions d'acres en 3 ans. Il a aussi établi une holding pour commercialiser et vendre des produits agricoles dans le monde entier.
Du sport pour terminer ce journal. Les Jeux Olympiques représentent souvent le summum dans la carrière de nombreux athlètes, mais le nombre de places très limité en badminton pour les Africains signifie que plusieurs d'entre eux ne réaliseront pas leurs rêves. Voici le parcours difficile d'un athlète égyptien qui tente sa chance pour se rendre à Rio. Le parcours qui mène aux Jeux Olympiques n'est jamais de tout repos. Pour Ali El-Khateb, même si son rêve semble à portée de main, il est encore loin du but. J'ai dû quitter mon emploi pour tenter de réaliser mon rêve. C'est à ce point important. Même s'il a bien réussi pendant la phase de qualification, il n'est pas encore certain de se rendre au Brésil. Le classement de la Fédération mondiale de badminton sert à déterminer ceux qui pourront participer au tournoi olympique. Les joueurs doivent être dans le top 100 pour s'assurer une place. Il sélectionne seulement un joueur africain en double. C'est donc très difficile de se qualifier. Il faut être dans le top 50 et un des meilleurs du continent. La phase de qualification pour le badminton va se terminer en mai. L'Égypte et l'Afrique du Sud sont à égalité dans le groupe africain. Mais si tous les espoirs sont permis, il y a beaucoup d'obstacles à franchir avant d'arriver à Rio. L'aspect du financement est très important pour nous. La plupart des Africains ont du mal à gagner des médailles d'or parce que c'est difficile de bien s'entraîner. Nous n'avons pas de camp d'entraînement comme les joueurs des autres continents, comme en Asie ou en Europe. Mais il y a encore de l'espoir. Plusieurs des meilleurs joueurs du continent ont reçu des subventions pour faciliter leur participation aux compétitions et ainsi devenir encore meilleurs. L'Afrique est devenue un endroit intéressant pour ceux qui aspirent à participer aux Jeux olympiques. Et avec la qualité de badminton que pratiquent les joueurs africains, plusieurs d'entre eux devraient pouvoir participer à des tournois internationaux, mais leur chance de remporter les grands honneurs n'est pas encore à portée de main. C'est ainsi que s'achève cette édition d'Afrique Info. Merci de votre attention et merci de votre fidélité. Je vous dis à très bientôt sur CCTV Français.